Le but de cette chaîne étant de démocratiser et vulgariser les méthodes agiles, je trouve intéressant de vous présenter comment Pepsi, une entreprise mondialement connue, utilise l'approche agile. Ceci se déroule lors du SAF Summit du 29 septembre au 4 octobre 2019. Et comme 99% de ce genre de contenu est en anglais, comme d'ailleurs tout ce qui touche de près ou de loin dans la mise en application au sein d'entreprises des méthodes agiles, eh bien, je ferai la traduction pour vous. Donc Carmen, es-tu prête? Nous sommes prêts à être des francs-tireurs. Donc, juste pour être transparent, sommes-nous enregistrés pour cela? Nous le sommes, nous l'avons mis dans notre agenda, nous avions besoin de nous préparer, et nous étions encore à mi-chemin de ce dont nous allons pouvoir vous parler aujourd'hui, et nous avons encore tout approuvé. Et voilà où nous en sommes. Ok, allons-y. Bienvenue à tout le monde et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour écouter les histoires de nos clients à succès, et nous allons parler de UX Lead Approach. Ok, pause. Avant de continuer, une définition s'impose. Qu'est-ce que l'UX Lead Approach? Ok, donc l'UX Lead, c'est l'approche managérielle des équipes en charge de l'expérience utilisateur. Alors, qu'est-ce que l'expérience utilisateur? L'expérience utilisateur, c'est le feedback, c'est-à-dire le retour des utilisateurs finaux d'un produit ou d'un service en vue de son amélioration. Pour faire simple, je vous donne des exemples. À chaque fois que vous commandez un livre, un jouet ou une bricole sur Amazon, par exemple. Récemment, j'ai commandé un livre intéressant sur le Scrum Mastering. Et bien Amazon m'a demandé de noter le livreur. Est-ce qu'il a été livré avec soin, dans les temps, dans le respect de mon logement, etc., etc. Ça, c'est de l'expérience utilisateur pour améliorer le service de livraison. Idem, lorsqu'Amazon me demande de noter le livre, c'est du feedback à destination de l'auteur ou l'éditeur sur la qualité perçue ou ressentie du livre. Alors, cela s'est fortement développé avec le déploiement d'Internet au début des années 2000, avec notamment les avis sur les restaurants ou les destinations de vacances. Bien, maintenant que c'est expliqué, revenons à Pepsi. Comment cela se manifeste lorsque vous essayez de faire une transformation à l'échelle? Je suis Carmen Faranold et je travaille pour la division Frito-Lays de PepsiCo. Il y a 28 ans, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, j'ai commencé à travailler dans notre chaîne d'approvisionnement à l'intérieur du champ opérationnel. J'ai acquis de l'expérience dans la fabrication, les entrepôts, la distribution et les centres d'opération. Ensuite, j'ai transité pour faire de la gestion de projet dans la chaîne d'approvisionnement et dans les ventes. Tout au long du parcours, diriger un déploiement à large échelle pour Frito-Lays en Amérique du Nord. Ce sur quoi je bosse en ce moment, mis à part les ventes dans notre organisation, ce sont les ventes dans le domaine technologique. Je conduis une équipe de 14 personnes qui délivre des innovations commerciales, du contenu commercial ou du support d'opération pour toutes les solutions de marché que nous avons aujourd'hui dont nos équipes de vente font levier. Je conduis aussi le centre Lean Agile d'excellence de Frito-Lays. Ken? Merci Carmen. Donc il y a 14 ans, j'ai rejoint PepsiCo, commençant mon parcours dans l'IT, en passant la majorité de mon temps dans la chaîne d'approvisionnement. La description de mon parcours est très différente. J'ai eu le choix de rejoindre Frito-Lays en étant concentré sur les process lean et ensuite, quelques années après cela, j'ai pu bouger dans l'entreprise pour me concentrer de manière générale sur la chaîne d'approvisionnement. Donc dans ce travail, j'ai eu l'opportunité de voir notre chaîne d'approvisionnement à travers la planète, passé environ 5 ans et les dernières années, je suis rentré à la division de Frito-Lays et je me suis associé avec Carmen sur un parcours incroyable que nous avons eu ces dernières années. Donc, et quel parcours! Aujourd'hui, nous allons parler du design utilisateur et le principe pour faire simple, humain et connecté. Nous voulons partager avec vous un modèle opérationnel, comment peut-on intégrer une perspective de transformation avec l'agilité à l'échelle. Nous allons également parler de plusieurs hypothèses et comprendre quels bénéfices nous allons trouver à travers cette évaluation. Mais parlons d'abord un petit peu de PepsiCo. Nous sommes une entreprise qui délivre plus de 64 milliards de dollars de bénéfices nets et nous employons environ 260 000 employés. Nous sommes l'une des plus grandes entreprises de snacks et boissons au monde et quand vous regardez à travers le monde, il y a environ 1 milliard de nos produits qui sont consommés tous les jours.
Nous faisons également 22 milliards de dollars à travers nos marques, dont Frito-Lay, Tropicana, Gatorade, Quaker et bien sûr Pepsi-Cola, mis à part de ce portefeuille. Chacune de ces marques délivre plus d'1 milliard de dollars de ventes chaque année. Et certaines d'entre elles, ce qui est amusant au sujet de Pepsi et Frito-Lay, c'est que le démarrage de Pepsi remonte à 1898, puis une petite transition plus tard donnera Pepsi-Cola. En 1945, Herman Lay et Elmer Donin se sont mis ensemble et ont fusionné Fritos et Potato Chips et ont créé Frito-Lay. 20 ans plus tard, en 1965, Frito-Lay et PepsiCo ont fusionné ensemble pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui comme PepsiCo. Tout au long du parcours, nous avons acquis Pizza Hut, Taco Bell, KFC, California Pizza Kitchen et même Wilson's Sporting Goods. Donc c'est quelque peu intéressant d'avoir ces anecdotes au sujet de notre entreprise. Donc ce que cette vidéo met en évidence, c'est qu'en tant qu'entreprise, nous avons la mission de ravir nos consommateurs. Et ces consommateurs peuvent être vous dans cette pièce, ceux d'entre vous allant faire des courses et consommant nos produits jour après jour. Dans cette vidéo met en lumière comment nos plans de fabrication activent la technologie pour que Frito-Lay puisse ravir nos consommateurs. Nous prenons vraiment la technologie à cœur et spécialement nos équipes de vente technologique au point que nous essayons d'apporter plus d'innovation technologique vers nos vendeurs de terrain. Donc cette vidéo est juste une capture de certaines de nos technologies que nous utilisons dans nos usines. Allons un peu plus vers le sujet dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous avons 25 000 vendeurs de terrain et ce service, c'est plus de 350 000 clients chaque jour. Ces ventes, ce sont la commande de produits, ils sont livrés en magasin, vendus en rayon. C'est notre responsabilité de nous assurer que la technologie qui est utilisée est dans l'air du temps, mais qu'elle est également autonome et donc qu'elle peut vivre avec leur temps en étant bien plus efficiente avec une méthodologie rapide et ainsi nous pouvons gagner en rayon. Nous avons commencé ce programme dans lequel nous sommes en ce moment, ce train, cette initiative avec l'utilisateur final dans l'esprit. Edin en a parlé un peu ce matin quand il parlait du design thinking. Je suis dans le développement agile et les principes relatifs à cela, notre vision que nous supportons et dont nous faisons la promotion avec notre équipe est que nous voulons conduire et délivrer des ventes innovantes centrées sur l'humain, des ventes et l'expérience de service est plus important adopté par tous. Nous passons beaucoup de temps à développer ces solutions, nous voulons nous assurer que les utilisateurs finaux adoptent les solutions que nous leur apportons. Nous avons commencé ce parcours en 2017, fait beaucoup de recherches sur tout ce qui concerne Agile et nous savions que nous devions faire un changement. Nous avons abouti à l'implémentation de Scale Agile et partagé notre feuille de route et travaillé sur ces différentes parties. Et nous sommes toujours sur ce parcours. Tout au long de l'année 2017, nous avons passé du temps à former nos associés pour qu'ils puissent comprendre davantage au sujet de ce qu'Agile pouvait apporter. Autant nous grandissions dans notre leadership et notre approbation. Nous avons tenu notre premier train en janvier 2018. Ce train avait 5 équipes Scrum. Nous soutenions l'exécution de la vente de détail, la gestion du personnel et le e-commerce. Tout au long du parcours, nous savions que nous avions besoin d'activer des rôles du portefeuille et nous l'avons fait. Et nous avons également augmenté notre périmètre 3 fois. Donc, lorsque nous sommes arrivés en 2019, nous avions quelques changements à faire. Un point supplémentaire de ce slide, jusqu'à date, nous avons 280 pratiquants chez Frito-Lay qui sont maintenant en cette journée avec nous. Nous les avons pris comme Safe Executive. Ok, encore une pause. Avant de lister les différents postes qui ont été embauchés, je ferai une vidéo plus tard pour expliquer dans Safe qui fait quoi et qui sert à quoi. Leading Safe, Modest Train Engineer,
Product Owner, Product Manager, Safer Teams et plus récemment DevOps bien sûr. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes actuellement au 9e incrément de programme et cette semaine, nous sommes au milieu du 9.3. Nous avons scalé jusqu'à 8 équipes Scrum cette année et nous sommes toujours concentrés sur l'exécution de la vente de détail, e-commerce et la gestion du personnel. Nous sommes également concentrés sur des outils de vente professionnels pour nos vendeurs terrain. Nous avons 2 System Teams et une Component Team. Alors, la System Team et la Component Team, ce sont des équipes qui sont dédiées au système d'architecture informatique ou encore à ce que l'on appelle les enablers, c'est-à-dire des fonctionnalités qui ne sont pas directement liées aux fonctionnalités métiers, mais qui sont indispensables pour ces dernières, qui servent à la maintenance du train que nous avons aujourd'hui. Nous avons toujours un train et nous faisons toujours le service après-vente pour nos 350 000 clients, mais nous l'avons également calibré sur notre train de valeur qui est centré autour du plaisir du consommateur. Ce que nous avions à faire au cours de l'année dernière, c'est prendre des initiatives audacieuses pour nos partenaires, les incliner vers DevOps. Et qu'est-ce que cela a causé pour nous? C'est que nous avons augmenté notre flux de valeur et accéléré l'arrivée sur le marché. Nous avons également compris à quoi ressemblait notre schéma centré sur l'utilisateur, autant qu'il était calibré au flux de valeur. Nous avons déclenché l'exécution, nos vendeurs terrain obtiennent désormais un aperçu de leur compte et ils obtiennent l'exécution des priorités du marché et donc ils peuvent gagner avec le client. Nous avons délivré une expérience utilisateur mobile unique pour ces vendeurs terrain de sorte qu'ils puissent gagner en rayon et délivrer ce que nos clients veulent, un service parfait. Et avec cela, je vais me tourner vers Ken, qui va nous emmener vers le parcours du schéma centré sur l'utilisateur. Et ensuite, je reviendrai quelques minutes et nous ferons une revue rétrospective. Donc, pour les 20 prochaines minutes, je vais vous embarquer vers le parcours du schéma centré sur l'utilisateur. Pourquoi avons-nous choisi le garçon comme persona? Comme Carmen l'a partagé avec vous, nous avons plus de 250 000 lignes de produits associés avec un système de mise sur le marché. Ces personnes que vous voyez en gros chaque jour, conduisant des camions, livrant nos produits, commandant nos produits, vendant nos produits. Ils viennent de tous les horizons et plus important, ils sont issus de 5 générations différentes dans notre système de mise sur le marché. Aujourd'hui, cela signifie qu'ils proviennent du digital. En gros, donnez-moi un iPhone et je vais magiquement pouvoir m'en sortir de toute façon en migrant vers le digital. Donc, comme nous désirons une solution, nous voulons nous assurer que la solution coïncide avec toutes les capacités pour quelqu'un qui répond au téléphone et vous voyez comment l'utiliser pour quelqu'un qui, vous savez, il veut juste savoir comment mettre un film. Ok? Donc, le schéma centré sur l'utilisateur devient le seul objectif du programme, de façon, nous disons, c'est pourquoi ce programme est un schéma centré sur l'utilisateur. Additionnellement, nous voulons aussi nous assurer que nos employés également voient un peu de cette valeur d'être présents dans l'entreprise, PepsiCo, comme une grande place pour travailler. Et ça signifie que nous voulons avoir une solution ou la capacité de leur donner le pouvoir de prendre des décisions chaque jour. Comme Carmen l'a partagé avec vous en 2017, il y a quelques années, nous faisions des recherches sur l'expérience utilisateur. Comment avons-nous commencé une transformation agile? Quels sont les thèmes communs? Donc, certains auraient voulu faire des montants significatifs de recherche et revenir avec quelques domaines sur lesquels se concentrer. Vous devez être innovant. L'innovation signifie pour nous un parcours. Comment est-ce que vous pivotez rapidement en étant focus sur l'expérience humaine? Nous sommes très bons pour faire des paquets de consommateurs, mais les bonnes entreprises sont focus sur les consommateurs. Et comment nous traduisons cette expertise chez nos utilisateurs? Parce que ce sont les gens qui exécutent et délivrent, font l'entretien de nos clients. Et bien sûr, s'assure que nous délivrons un service parfait pour nos clients. Additionnellement, dans l'industrie de la vente de détail, la part du taux de rétention dans les autres industries, le CPG est vertical. Nous pensons que l'un des problèmes de l'avantage compétitif est de pouvoir pourvoir à nos employés une solution qui leur donnera le pouvoir de leur donner un peu de valeur, le désir et bien sûr d'augmenter la satisfaction de nos employés et la rétention. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons commencé à déployer Safe Program à large échelle, faisant le lien avec l'expérience utilisateur comme facteur primaire lorsque nous aboutissons à ce design comme solution. Bien sûr, vous savez, en complément de la concentration sur l'utilisateur, il y a aussi, de manière fondamentale, en résultat final, le bénéfice du business. Et lorsque vous adoptez ou êtes concentré sur l'utilisateur, quand vous faites cela, ce que vous obtenez, c'est la création d'une solution intuitive qui permettra à vos utilisateurs de simplement choisir l'application ou la solution à utiliser. Okay?
Ceci étant dit, vous réduisez significativement le montant et coût de formation à travers le pays. Encore une fois, imaginez l'échelle, 25 000 et plus associés qui travaillent et délivrent nos produits tous les jours. À chaque fois que nous les retirons du marché pour participer aux formations, nous perdons de l'efficience et nous perdons des opportunités de vente. Bien sûr, le dernier point est encore de retour, l'autonomisation tout entière et la vie de nos employés. Nous devons apporter à notre personnel l'habilité à obtenir des données. C'est ainsi que nous permettons la décentralisation des décisions. Pensez à 25 000 personnes prenant des décisions à chaque seconde de la journée. Aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir manager au niveau du siège social où nous dirons OK à celui-ci et à celui-là, OK, tu as besoin d'exécuter cela. Cet individu a besoin d'être en capacité à l'intérieur afin de pouvoir prendre une décision parce que si vous réfléchissez à cela encore, à chaque fois qu'il y a une publicité, comment est-ce que nous exécutons cette promotion de façon parfaite, au bon moment, avec la bonne variété de produits pour le marché. Maintenant, nous avons également réalisé que la transition à partir d'un modèle en cascade, en activité constante, il y a toutes ces habitudes que nous devons briser et nous avons ressenti que le design thinking... Bien, pause. Alors, le design thinking, c'est un concept de SAFe qui permet de se poser les bonnes questions afin d'avoir une claire compréhension de la cible du marché, du problème à résoudre et du travail qui doit être fait. Pour résumer, le design thinking requiert l'utilisation d'un persona, c'est-à-dire d'un personnage fictif que nous allons incarner et qui représente l'utilisateur, ainsi que de l'empathy map, c'est-à-dire de la carte qui permet de se poser les questions suivantes. Qui est celui que nous devons incarner? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il voit? Que dit-il? Qu'est-ce qu'il pense et que ressent-il? Que fait-il et qu'entend-il? Cette série de questions nous permet de cerner au mieux le besoin ainsi que les problématiques à résoudre afin d'imaginer le meilleur produit ou la meilleure solution possible. Bien, maintenant que c'est défini, retournons à la vidéo. Ou tirer parti du design, c'est l'une des façons dont nous mitigeons le risque, ce qui signifie que traditionnellement, ce que nous pensons toujours, c'est que quand nous déployons une solution, en étant focus dessus, et pourquoi ne pas juste mettre un bouton, ok? Nous ne pensons pas adoption, nous pensons données de sortie. Je peux délivrer 6 fonctionnalités, sécuriser tes user stories, ce sont les données de sortie que je délivre. Donc la question est, pourquoi n'es-tu pas focus sur les résultats? Vous avez besoin d'être focus sur les résultats et non sur les données de sortie. Les données de sortie signifient, je peux délivrer cette fonctionnalité, mais personne ne l'utilise. Qui s'en saura, ok? Donc vous n'obtenez pas de valeur sur cela. Et enfin, une assez large organisation, dans certains cas, des sièges sociaux, désire avoir des données pour se concentrer sur la productivité. Mais dans le marché où les utilisateurs peuvent juste se concentrer sur l'exécution, je ne veux pas informer le siège social chaque jour, chaque minute sur ce que je suis en train de faire, ou ai-je fait mon job, ou comment allons-nous imaginer une solution qui suivra automatiquement ce qu'ils sont en train de faire afin d'avoir les données dont nous avons besoin. Tirer parti du design peut équilibrer les besoins et les multiples parties prenantes pour réaliser la solution. Tous nos parcours commencent avec 3 basiques et simples principes. Comment est-ce que nous créons une solution simple, intuitive, toujours focus sur l'expérience humaine et à la fin connectée. Nous parlons beaucoup de connexion ce matin autour de comment nous assurer que les gens soient connectés, les données, les bons constats, mais nous voulons également connecter les gens avec une organisation améliorant les objectifs. Les objectifs peuvent être la bonne santé de l'environnement, la sûreté, sa performance propre dans sa région locale et à la fin, connectant les gens qui sont au-dessus et au-delà de la région dont nous voulons l'usage. Nous avons parmi les meilleures pratiques telles que de nombreuses approches communes, des façons d'entrer dans le marché à travers le globe. Donc, comment est-ce que nous créons une solution qui leur donne la capacité de partager les meilleures pratiques et communiquer? Donc, nous ne réinventons pas la roue à chaque fois. Vous êtes familier avec cela, c'est pourquoi vous êtes ici, ok? La plupart des entreprises dont nous avons fait des recherches et nous ne faisons pas exception, nous commençons notre parcours avec SAFe. Cela signifie que nous avons toutes les équipes en place, nous avons la structure du programme en route pour supporter les équipes
Toutefois, nous avons réalisé rapidement qu'il y a des secteurs clés dans le portefeuille que nous devons activer rapidement. L'un des secteurs clés est un thème tel que nous voulions nous assurer que, vous savez, aligner la stratégie de haut en bas de l'organisation, sur une claire responsabilisation des propriétaires de ces thèmes stratégiques. La dernière chose que vous voulez, c'est avoir un train avançant, vous savez, avec une année de retard et ta stratégie qui n'est pas alignée à la fin, avec une dette technique. Ok, pause. La dette technique correspond à des user stories livrées non fonctionnelles, mais attendues par le client ou l'utilisateur final, donc des user stories qui sont dues. Elles sont classées dans la colonne des dettes techniques afin d'être traitées ultérieurement sans altérer les sprints suivants. Parce que l'impact d'une échelle à plus de 25 000 personnes, la solution, et quelle que soit la solution que nous avons imaginée aujourd'hui, doit être transférable et compatible dans les années futures. Ceci étant dit, nous avons commencé essentiellement avec Safe, nous avons activé quelques secteurs pour nous assurer que nous ne nous créons pas de difficultés dans le futur. Dans le même temps et de la même façon, le partage le plus récurrent lorsque tu viens vers Agile, nous avons développé un cadre de travail, identifié les ressources agiles et fait des recherches sur le cadre de l'expérience utilisateur. Un point clé ici, comme vous le savez en adoptant Safe, la dernière version ou le démarrage du parcours de l'expérience utilisateur, il y avait beaucoup de conversations sur la recherche de fournisseurs et l'externalisation. Lorsque vous allez au travers de ce process, je vous encourage à penser à travers cela. L'expérience utilisateur, la compétence créative des gens, l'habilité de manager un outil de compétences, dans certains cas, pour nous de toute façon, au départ, c'était vraiment très nouveau pour Frito-Lay. Donc, pour nous, aller dans cette organisation pour les ressources humaines et le leadership et dire « Hey, j'ai besoin de 20 personnes dans cette compétence inconnue pour l'organisation », comment allez-vous justifier 20 personnes pour démarrer le programme? C'était très difficile et très challenging pour nous. Mais un secteur clé, bien que nous savions que nous avions fait des recherches sur le cadre de travail, nous n'avions pas testé ce cadre. La culture libre, vous savez, dans la plupart des organisations, est unique et fonctionne à sa manière. Et nous avons abouti à la possibilité de rendre habilement flexible notre personnel, l'ensemble des compétences en fonction des besoins comme nous l'avons testé après du framework. Nous avons atterri avec 20% de notre personnel en interne et la majorité, les 80%, ce sont des partenaires qui nous ont aidés à délivrer ce framework. Et bien sûr, la force et l'habilité à avoir des ressources flexibles ou du personnel répondant à la demande. Idem vis-à-vis du slide agile de 2018, au travers duquel nous avons lancé le PI1 et délivré nos offres du programme. Durant le PI1, nous voulions nous concentrer sur une exécution excellente. Nous ne voulions pas nous concentrer sur le niveau programme, nous voulions juste mettre l'accent sur le niveau équipe et comment nous obtiendrons un design fonctionnel, exécutant et délivrant de la valeur immédiatement. Donc quand nous sommes montés en puissance en 2019, nous nous sommes dit, tu sais quoi, je pense que nous avons compris, je pense que nous avons une excellente équipe, même s'il y a toujours des améliorations, mais au moins nous avons cela. Donc en 2019, nous avons activé le niveau programme à partir de la perspective du design, ce qui signifie que nous ne sommes plus juste des opérationnels, nous cherchons désormais une vision tout en allant de l'avant vers le PI numéro 5 et plus. Il y a 6 mois, nous avons également activé le design du portefeuille que je vais vous présenter en détail. Donc, comme vous l'avez entendu aujourd'hui avec le framework Scale Agile 4.6, même quand nous avons commencé ce parcours, le design n'était pas tout à fait clairement défini dans le framework. Et le genre de leçon que nous avons appris, c'est comment nous comprenons le framework, testons et incorporons le design thinking ou utiliser l'essentiel du design dans le framework Scale Agile. Encore une fois, vous êtes très familier avec la configuration du portfolio. Ce sur quoi je veux vraiment vous concentrer, ce sont les pistes du design. Nous appelons ces 3 pistes au niveau du portefeuille, nous les appelons pistes de découverte. Ce qui signifie qu'ils sont aussi longs que la durée de temps nécessaire pour comprendre ces concepts et la validation de l'affaire. Au niveau du programme, nous sommes focus sur l'intégration de ces designs et bien sûr, au niveau de la livraison,
le niveau de livraison correspond à la piste qui est vraiment au niveau équipe. Je vais vous amener à voir en détail à quoi correspondent toutes ces pistes. Il y a beaucoup d'informations vraiment passionnantes et nous voulons montrer à quoi correspondent ces choses. Les pistes de découverte, c'est essentiellement un tunnel d'idées. Okay? Ce sont des concepts qui permettent à un membre de l'organisation d'effectuer des recherches au travers de ces tunnels. Vous voulez l'habilité de pouvoir tester rapidement et apprendre via des prototypes. Vous voulez pouvoir tester en contrôle à petite échelle. Parce que quand vous testez à petite échelle, cela vous permet de faire du test-erreur rapidement et donc d'avoir des échecs positifs. Et une fois que le concept a été validé, dans le cas où une valeur lui a été assignée, ce que vous faites à ce niveau, c'est que vous vous dirigez vers des enseignants ou des idées de top niveau à l'intérieur du design backlog. Au moment opportun, la piste du design apportera le concept qui a été validé au plus haut niveau et sera surtout focus sur l'intégration et la recherche utilisateur. Cela signifie qu'au milieu de la piste, il s'agit de « OK, j'adore le nouveau concept, je comprends qu'il y a une grande valeur de business derrière, qui est rétrocompatible avec nos solutions existantes, mais également, est-ce que cela s'intègre avec nos solutions futures ?» Et pour faire cela, la majorité des efforts consiste en nos usages du testing. À ce point, vous allez peut-être tester sur une localisation ou plusieurs localisations. Donc, dans ce scénario, la piste du design est surtout focus sur la recherche utilisateur. Dans ce scénario, nous avons beaucoup de complexité dans notre marché, syndicat ou pas. S'il y a certaines choses que vous voulez tester dans certaines localisations ou pas, c'est donc à cet endroit que la plupart des tests, lorsque vous êtes entre le PI numéro 3 et 5. Donc vous avez fait vos recherches. Autant que vous conduisez vos recherches, autant vous pouvez conduire le retour utilisateur. Vous pouvez continuer à affiner les fonctionnalités. Cela signifie qu'une fois que les fonctionnalités ont été validées avec une maquette de haut niveau, en tout cas ce qui semble l'être, ensuite vous bougez au niveau inférieur, c'est-à-dire l'exécution. À ce niveau, l'équipe devrait prendre cela avec le travail qui a été fait et rapidement exécuter les user stories avec les bons critères d'acceptation et ensuite récupérer les user stories qui sont prêtes encore une fois. Rapidement, est-ce que nous suivons la découverte? Oui, de très loin. Après 18 mois, le suivi de la découverte à plus de 6 mois et le delivery arrive juste à temps ou alors juste après le PI planning plus une semaine si cela n'est pas possible. Donc c'est de cette façon que nous apprivoisons la perspective du design formel. Cela aurait été un modèle opérationnel idéal. Donc je vais vous présenter maintenant les hypothèses ou la compréhension de ce que nous avons fait pour atteindre pleinement l'objectif d'activer ces 3 pistes. Donc bien sûr, ces hypothèses telles que je les ai partagées avec vous plus tôt, c'est très difficile pour nous de réclamer des effectifs supplémentaires directement. Okay. Notre principal guide est Lean UX. Comment est-ce que nous délivrons une pleine activation des 3 pistes avec la bonne surface et un bon groupe de personnes avec les bonnes compétences sans juste dire, vous savez, je vais embaucher 50 à 60 personnes dans l'organisation, cela est inconcevable. Donc, pour toutes ces hypothèses, pourquoi ne pas juste mettre un designer incorporé à l'équipe agile? L'idée est que le designer travaillera avec l'équipe et en même temps possède la capacité de regarder de l'avant dans la piste du design au fur et à mesure de son avancement. Donc, qu'avons-nous appris ici? Comme dans toute approche, il y a toujours du bon ou du mauvais, des bénéfices ou des contraintes. Okay. Du côté de la colonne des contraintes, la plupart du temps étant focus sur les gens, je ne cesse de répéter, le challenge des effectifs, le recrutement était quelque chose de nouveau pour nous, au moins parce que nous étions si proches des institutions de la région. L'habilité à recruter des designers talentueux était très difficile. A priori, il y a une très grande demande dans l'industrie et donc très difficile à trouver et le taux de rétention ou le taux de résiliation pour ces personnes tourne autour de 12 à 18 mois. Donc si vous prenez 4 mois pour trouver les bonnes personnes, oh mon Dieu, dans quelques mois, cette personne peut s'en aller, ok? Et enfin, nous avons appris que manager ses créateurs est très différent du management des ingénieurs ou chefs de projet ou autres.
Nous n'avions pas l'organisation structurelle du leadership au palier le plus bas, le management et l'inspiration d'un ensemble de créateurs, donc c'est quelque chose que vous utilisez aussi autant que l'expansion de vos compétences et design. Certaines de ces choses que nous avons vues étaient des challenges, et parce que les designers étaient très focus sur l'état actuel, nous n'avions pas la possibilité de pivoter, même si nous le voulions, parce que ce que nous avions vu n'avait pas encore été fait, donc les user stories n'étaient pas prêtes, et cela aussi signifie compromis. Nous pouvions conduire de bons compromis. Quand nous parlons de compromis, nous sommes focus sur 3 aspects. Quelle est l'expérience utilisateur que nous voulons? Quelles sont les valeurs ajoutées du business associées à l'expérience utilisateur? Et bien sûr, quelles sont les contraintes technologiques? L'habilité à voir à l'avance, 6 mois, 8 mois, 18 mois, s'il y a une fonctionnalité ou une expérience utilisateur que nous désirons, avec laquelle nous pouvons influencer nos partenaires pour dire « Hey, peux-tu nous apporter ces fonctionnalités dans ton prochain cycle ?» et nous permettre d'apporter la capacité ou l'expérience hors de la boîte au lieu de customiser la solution. Les autres éléments à ce sujet, les bénéfices à ce sujet, avoir un designer avec l'équipe Scrum peut être un plus, c'est une grosse influence capitale pour nous, ce qui signifie que l'équipe sera capable de démarrer du début et réfléchir à toutes les façons de faire de manière très performante, telle que je voulais partager avec vous quand nous avons démarré ce parcours. Nous pensions toujours fonctionnalité, ok? Je pense données de sortie, je ne pense pas aux résultats. Donc avec le designer, avoir cette relation avec le product owner, avec le product manager, vous savez, elle pourrait juste dire « Hey, vous savez quoi, au lieu de dépenser juste 3 points sur ce bouton, pourquoi ne pas en dépenser 6 ?» Parce qu'il y a une expérience utilisateur contraignante et cela permet d'influencer le changement à partir d'une perspective du design. Donc le résultat de tout cela, en gros caractère numéro 1, nous n'avons pas rencontré l'objectif assumé qui est une pleine activation de la piste automatique. Ce que nous avons obtenu, c'est une exécution excellente au niveau équipe. Bien sûr, rapidement, ce que nous voulions faire, c'est un design ultime avec une pleine activation, donc nous avons pivoté à l'hypothèse numéro 2. Nous nous sommes dit, attends une minute, pourquoi ne pas juste retirer tous les designers et les mettre à l'intérieur d'une équipe de partage de composants? Et en passant, rajouter plus de gens pour supporter la recherche. Si nous avons tous les designers dans la même équipe de composants, nous avons un langage commun, une approche commune, des composants réutilisables, c'est ce que nous pensions. Le résultat de cela n'est pas différent des hypothèses nulles en numéro 1. Lorsqu'il arrive des personnes de tout horizon et que vous voyez toutes ces contraintes, vous rajoutez plus de gens et vous n'avez toujours pas votre organisation prête pour manager, encourager ou inspirer ces créateurs. Et bien sûr, le recrutement tend à un haut niveau de pression pour nous. Aujourd'hui, cela continue d'être un levier disponible pour nous. Nous ne l'avons pas désactivé. Nous voulons juste vous avertir que quand vous vous penchez sur la question du design, vous devez vous assurer que l'organisation est prête, votre modèle de recrutement est prêt, en recrutement, en interne ou en prestation. Le défi, désormais, c'est que vous avez une équipe de composants que vous intégrez à travers chaque équipe. Vous devez vous assurer qu'ils sont alignés sur un langage commun du design, aussi souvent que vous avez à négocier, influencer, travailler avec l'équipe Scrum. Et je sais que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais ce composant est utilisable, dont 3 autres équipes ont besoin. Pourquoi ne pas reconsidérer son usage? Okay. Ensuite, prioriser l'intégration devient tout autant un challenge pour nous, ce qui signifie qu'avec la priorisation, vous avez un service plus sûr lorsque le travail vient directement de l'équipe. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce l'équipe AG numéro 1 ou l'équipe AG numéro 5? Cela a été une source de débat très challengeant pour nous, mais le résultat est que nous avons une meilleure vision. Nous avons plus de temps de recherche, nous cherchons à l'avance, et parce que nous cherchons à l'avance, nous pouvons pivoter, et en passant, nous savons également quels sont les futurs designs. Nous pouvons influencer nos partenaires afin d'obtenir des compromis, donc ce genre de bénéfice. Le bénéfice net que nous obtenons, c'est une pleine activation de la piste du design, autant qu'à la livraison. Lorsque nous avons regardé où nous en sommes à partir de tous les points de vue du conseil d'administration et de leurs perspectives respectives, à cause de la taxation des coûts de permutation entre le design, les designers focus sur la livraison et les allers-retours du design. À cause de cela, notre activation est à 75% au niveau de la livraison et à 50% au niveau du design.
Encore une fois, tout est pleinement activé. Donc comment est-ce que nous obtenons cela? Basé sur notre compréhension, nous avons besoin de personnel dédié, de designers dédiés, pas de partage de designers à travers la piste. Nous avons dédié à chacune des pistes, et c'est de cette façon, de notre perspective, que vous amenez un programme de 50 à 75% et 100%. C'est avec un ensemble de personnel dédié. En supplément à cela, ce qui est également important pour nous, c'est le groupe d'utilisateurs. Comme je l'ai partagé avec vous, nous sommes une organisation de vente, donc c'est un business moins tourné vers la transformation, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous mettez votre personnel en dehors du marché, ils ne vendent pas et c'est toujours un défi pour nous. À chaque fois que nous avions dit « Hey, nous avons besoin de 6 personnes dans ce département pour faire du testing », ils disaient « Ok, comment ils vendent nos produits ?» Donc ce que nous avons fait, c'est que dans toute la segmentation utilisateur que nous avons activée, notre ligne à l'échelle de l'organisation requérait un groupe de personnes dont nous puiserons dans la durée et que nous n'aurons pas à disposition à chaque fois que nous allons sur le terrain hors connexion, en demandant à de nombreuses personnes leur permission. Nous avons 100 personnes et au-delà à travers le terrain du système d'entrée sur le marché, prêts et disponibles à chaque fois que nous avons besoin pour faire du testing. Voici certains de nos résultats que nous avons obtenus lorsque nous avions démarré ce parcours. Vous savez, vous n'allez jamais directement vers un haut taux de fidélité. Nous avons esquissé des croquis. Une fois validés, nous revenons, créons soit des boîtes d'alimentation de croquis utilisateurs pour créer cette maquette et revenir et la tester avec 7 utilisateurs. Un élément que nous avons également appris, c'est que même les idées provenant de certaines régions, certaines localités en lieu et place des utilisateurs, nous ne revenions pas dessus lorsqu'elles avaient atteint un haut niveau de fidélité. Nous validons notre compréhension, mais nous ne revenions pas dessus car nous voulions éviter une escalade d'engagement. En général, qu'arrive-t-il? Si je te donne une idée et qu'ensuite tu fais ce que je t'ai demandé, bien que cela ne soit pas la meilleure idée, mais non, c'est mon idée et donc je reste dessus et ce n'est pas très positif. Donc dans ce genre de cas, nous évitons l'escalade d'engagement par la rotation des éléments de recherche. Dernièrement, il y a environ 6 mois, nous avons activé la piste de découverte au niveau du portefeuille en partant du point de vue du design, faisant levier avec les personnes dédiées. Et cela a été un succès de constater la capacité de voir vers l'avant, aussi bien à long terme qu'à court terme. Je vais passer le relais à Carmen qui va vous parler des bénéfices de tout cela. Ok, merci Cam. Pour résumer, nous voulons partager avec vous certains des bénéfices que nous avons trouvés au départ et ces 2 éléments relatifs à ces 3 pistes. Donc Ken vous a parlé de la découverte, de la livraison et du design. Je vais ramener cela au principe SAFE afin de clôturer la boucle. Nous pensons que c'est une meilleure idée. Nous pensons que le premier principe de SAFE est d'avoir un point de vue économique. Nous avons appris que livrer souvent, livrer tôt et permettre aux équipes de valider ces bénéfices quand ils sont encore à petite échelle nous aide à accélérer le mouvement vers le moment du passage à grande échelle pour le reste du train. Deuxièmement, nous pensons que le principe SAFE numéro 9, la décentralisation de la prise de décision. Nous avons distribué des rôles de responsabilité, des rôles de propriétaire, permettant aux équipes de prendre des décisions en décentralisant le process et la prise de décision. Et alignant les propriétaires là-dessus nous a également aidé à en augmenter les bénéfices d'un point de vue de perspective. J'exécute simplement la discussion autour du principe numéro 6, où nous visualisons et limitons le travail en cours, manageant la file d'attente et réduisant la taille des silos, ce qui nous permet de conserver un backlog à taille réduite et donc nous obtenons un flux de valeur à travers le process. Et finalement, le principe SAFE numéro 7, nous parlons de synchronisation, nous parlons de cadence, nous parlons planning, d'équipe interfonctionnelle, ce dont Ken vous parlait à la fin lorsque nous donnons aux équipes l'habilité de planifier entre eux de manière interfonctionnelle et donc nous pouvons délivrer du résultat. Donc c'est là où nous en étions et vers où nous regardons. Donc faisons une rapide revue rétrospective. Nous allons parler d'abord de certaines des leçons apprises car ce parcours continue pour nous et même ici en écoutant Nadine ce matin. Nos cerveaux réfléchissaient sur quelles sont les prochaines hypothèses à émettre et à démontrer. Que nous avons appris, nous devons entraîner les équipes, nous devons entraîner nos parties prenantes, nous devons nous assurer que les utilisateurs finaux sachent ce que nous faisons et nos influenceurs sont autant entraînés à être des sponsors, autant que nécessaire dans les discussions auxquelles ils doivent prendre part. Nous avons également réalisé que nous devions investir tôt, nous devons apporter une vision claire parce que c'est important pour l'équilibre qui s'en vient par la suite également. Nous pouvons aussi dépenser du temps à parler des créateurs et des parcours de carrière pour ces individus dans notre culture. Par notre culture, j'entends à quoi cela ressemblera pour eux, comment vont-ils travailler avec le
reste du train, à quoi cela ressemble comme intégration, nous avons essayé de trouver le bon modèle de ressources humaines qui est devenu vraiment très important. En équilibrant les priorités, vous avez beaucoup de gens essayant de nous dire quoi faire. Je suis également en train d'essayer de comprendre à quoi ressemble le business, de quelle expérience avons-nous besoin pour délivrer vers l'utilisateur final et à quoi correspond la faisabilité technologique. Il était important d'essayer de comprendre comment nous créons l'équilibre connecté à tout cela. Et finalement, ayant nos sponsors et défenseurs, c'était important. Regardons quelques indicateurs clés. Le premier, les fonctionnalités clés et les temps de cycle. Nous avons noté une réduction à travers les 18 derniers mois, environ 70%, qui nous a vraiment conduit vers une perspective claire des fonctionnalités lorsque l'équipe design fournit aux designers ce à quoi le design doit ressembler, ainsi que les tests utilisateurs. Nos équipes Scrum étaient capables de prendre ces fonctionnalités, de les décomposer en user story et en retirer toute ambiguïté. Nous savions ce dont nous avions besoin d'accomplir. Nous avons également été plus efficients en termes prévisionnels lorsque nous pensons que les fonctionnalités planifiées sont capables de délivrer dans chacun des incréments de programme. Et cette année a vu la stabilisation d'environ 28 fonctionnalités par PI, programme incrément. Ces 8 équipes Scrum dont j'ai parlé, ils délivrent habituellement 650 à 700 user stories pour ces 28 fonctionnalités. Partant de la perspective de la release, les solutions vues précédemment sont livrées typiquement pour un quart d'entre elles. Quand je parlais de solutions de marché au début de la présentation, l'année dernière nous étions capables de faire environ 40 semaines de livraison et cette année environ chaque semaine. La différence est que l'année dernière, les 5 équipes Scrum n'avaient pas à déployer chaque semaine. Elles n'étaient pas prêtes à déployer chaque semaine. Cette année, nos équipes Scrum sont prêtes, elles veulent déployer, elles ont obtenu leur cadence et nous avions le bénéfice des hypothèses. Si nous disions que nous avions un bus de déploiement et que nous voulons acheter un ticket, dis-moi 7 jours à l'avance que je veux monter dans le bus, obtenir mon ticket, dépenser un peu de temps au milieu, faire des tests, obtenir la validation de tous les composants, pratiquement faire son sac pour être prêt à monter dans le bus et à partir. Et le mercredi, acheter ton ticket et monter dans le bus. Nous avons fait une évaluation de tout cela et nous sommes heureux de dire que nombre de nos équipes Scrum ont obtenu leur ticket et ont validé tout ce qui devait être validé et ont pu monter dans le bus chaque semaine. Cette cadence, cette vélocité croissante nous a permis d'augmenter notre taux d'adoption également, car désormais nos utilisateurs obtiennent améliorations et nouvelles capacités chaque semaine, et ils en veulent plus. Cela pourrait être mauvais, car ils en veulent davantage. Donc nous devons continuer à travailler cela, et je finirai sur le sujet dont Ken a parlé, le groupe des utilisateurs que nous avons. Nous avons plus de 7000 points d'interaction sur les 18 derniers mois avec ces utilisateurs, et cela a été phénoménal. Le truc, c'est qu'ils nous parlent de la façon dont ils pensent vouloir faire leur travail différemment. Vous pouvez voir certaines de ces notes sur l'écran, sujet de leur discussion, mais cela nous a donné l'opportunité d'apporter de la valeur commerciale pour eux. Et je reviens en quelque sorte sur la question de quelle est l'ambition de notre programme. Il s'agit de conduire et délivrer cette expérience de vente et service innovante et centrée sur l'humain qui est aimé de tous, ce pourquoi nous sommes là pour délivrer. Donc nous concluons avec cela et nous vous remercions d'avoir écouté les histoires à succès du PepsiCo. Aujourd'hui, nous avons nos profils sur l'application Safe Summit. Si vous souhaitez continuer la conversation, s'il vous plaît, connectez avec nous et nous serons heureux d'échanger davantage. Donc merci.